Maghreb Orient Express, ravi de vous retrouver. Je vous souhaite une très bonne année au nom de toutes les équipes de TV5 Monde. Avec nous sur le plateau de MOE pour ce tout premier numéro de 2022. Anissa Daoud, bienvenue. Vous êtes actrice, productrice, réalisatrice. Votre court-métrage Le Bain est en compétition officielle au festival Paris Cours Devant. C'est du 10 au 16 janvier prochain au cinéma 7 Batignolles à Paris. Avec nous également Myriam Marzouki. Merci d'être avec nous. Vous êtes metteuse en scène. Vous êtes en ce moment au théâtre du Fil de l'eau à Pantin, où sera présentée votre pièce Que viennent les barbares du 13 au 16 janvier, avant une tournée, on le verra, partout en France. Avec nous également Morad Montazami, bienvenue également. Vous êtes historien de l'art, l'un des commissaires de l'exposition intitulée Monaco-Alexandrie, le grand détour, ville-monde et surréalisme cosmopolite. C'est à découvrir au nouveau musée national de Monaco, à la Villa Saubert, jusqu'au 2 mai prochain. Je précise que vous êtes aussi le directeur de Zaman Books and Curating, plateforme dédiée à l'histoire des modernités arabes, africaines et asiatiques. Le cinéma, pour commencer, avec Anissa Daoud et ce court-métrage puissant. C'est l'histoire d'Imed, un jeune père de famille qui doit pour la première fois s'occuper seul de son fils qui est âgé de 5 ans. Un moment, pourrait-on dire, banal dans la vie d'une famille, sauf que cela va réveiller chez ce père des mauvais souvenirs. La bande-annonce. عندي رونديفوات بروجي مع صالح وش كيفاش نعمل توا تطيب وقضيه ولا هو بالصغير ما نعرفش انا فوالا هاك قيمت لا كيفاش كيما ماما تدي عندك الحق غير كيفاش ولي حاضر مصروف المراه مصروف الدار مصروف الراتب هاك وليدي ها راك ولدت صغير راك ولدت تسافر بلعبة لعبة Le Bain, signé Anissa Daoud. Qu'est-ce qui vous a donné envie de raconter cette histoire ? Waouh. C'est une histoire qui s'est stratifiée au fil du temps jusqu'à ce que je m'autorise déjà à l'écrire et à la réaliser, puisque à la base je suis comédienne et productrice. Plein de choses. Les hommes, messieurs, je vous observe. J'ai plutôt tendance à vous aimer et avoir envie de raconter un autre point de vue sur vous. Et puis une obsession aussi pour deux choses, pour ce moment de la sortie de l'enfance. Ouais. Et puis et ce qui reste de l'enfance en nous à l'âge adulte, et puis aussi pour les histoires de famille avec ce qu'elles cachent, avec les transmissions des blessures intergénérationnelles, avec aussi, notamment dans ce qui transparaît dans ce film, dans le rapport entre le frère et la sœur, les malentendus qu'il peut y avoir en fait quand on vous met dans une petite case et qu'on croit vous connaître et qu'on plaque sur vous, voilà, oh, c'est le frère qui gère mal, qui est jamais là, sur qui on ne peut pas compter, alors qu'en fait il y a plus que ça. Il y a plein de non-dits, de silence. Il y a de non-dits, il y a de silence, il y a parfois des blessures et chacun regarde les choses de son point de vue, du point de vue de sa propre blessure. Et malgré tout l'amour du monde, parfois on passe les uns à côté des autres. Et c'est vrai qu'on voit toute l'angoisse que ressent ce père de famille incarné à l'écran par Mohamed Dahesh. Il est torturé psychologiquement parce qu'en fait il essaye de refouler ce traumatisme en silence. Du coup il répond pas quand on l'accule en fait, comme cette scène où on va pas tout raconter, mais où il est en train de préparer le poisson et il craque littéralement quoi. Oui, il y a des années de silence, il y a aussi comment dire, des outils pour s'exprimer et pour aller mieux, qu'on ne transmet pas à nos hommes en général dans notre monde patriarcal et encore plus dans nos sociétés méditaranéennes. Donc, et pas arabes. Le droit d'être faible. Pas le droit d'être faible, d'être pas le droit fragile. d'être fragile, de se plaindre, et puis pas le droit d'aborder certains sujets qui pourraient tout à coup remettre en cause une virilité ou une masculinité comme ça hégémonique et dominante qu'on attend d'un homme. Et cet homme d'ailleurs que j'ai choisi d'ailleurs Mohamed, j'ai écrit pour lui parce qu'il a à la fois ce côté tunisien
lambda, le bon mec qu'on aime bien, sympa dans la vie, copain du quartier et très calme, sûr dans sa virilité, dans son image d'homme. Et il a en même temps vraiment une enfance toujours présente et affleurante, ce qui me permettait de le mettant face à donc Samy, qui joue le rôle de Eddie, ce petit garçon de 5 ans, de finalement faire dialoguer leurs enfances communes. Ouais, c'est ça aussi qui transparaît beaucoup dans votre film. C'est ce qu'on appelle un female gaze, un regard féminin, une tranche de vie filmée entre un père et un fils par une femme. Un regard féminin, c'était nécessaire pour briser ce tabou, celui d'un homme en situation de détresse? Je ne sais pas si c'était nécessaire, mais en tout cas pour moi, j'avais envie de raconter Très peu d'hommes auraient osé le faire, hein, je le dis à mon avis. Oui, peut-être. Peut-être, il y en a quand même, mais je pense que nos regards de femmes ont aussi un biais différent. Il y a aussi un biais différent pour regarder les ratés qu'il y a aussi, parce que je ne suis pas tendre non plus avec les femmes dans ce film. Hein. Il y en a une qui est absente, et c'est son départ qui déclenche le début de la problématique, du film, de la dramaturgie. Et puis une autre qui est là, qui est jouée brillamment par la généreuse Hela Ayed, et qui, malgré un amour abondant et comme ça, est très volubile pour son frère, il est envahissant, il est pesant. Il est envahissant, il est pesant, et puis surtout, elle passe à côté de lui. Donc oui, je regarde, en tout cas avec ce que je suis et avec mes outils, qui sont aussi ceux d'une femme. Myriam Marzouki, peut-être une réaction, peut-être n'avez-vous pas encore vu ce court-métrage Le Bain d'Anissa Daoud, que vous évoque la thématique, une réalisatrice qui s'empare justement de ce sujet, de la fragilité des hommes des deux côtés de la Méditerranée. C'est un sujet qui pourrait très bien être porté par vous-même sur scène. Moi, je trouve très intéressant dans ce que dit Anissa, le fait de déplacer le regard sur quelque chose qu'on croit connaître mais dont on ne parle pas. C'est-à-dire que je crois que c'est le rôle des artistes, soit d'éclairer autrement une chose qui existe déjà. Donc effectivement, la question de la famille, elle est au cœur des dramaturgies, du théâtre, du cinéma. Mais à partir du moment où on prend un autre point de vue, c'est-à-dire qu'on parle de la relation père-fils, qui est une relation qui est peu explorée, et qu'on le fait justement en assumant le fait qu'en tant que femme, on peut justement regarder les choses peut-être de façon un petit peu renouvelée, un peu originale. On a tellement parlé du male gaze que je pense qu'avoir un regard féminin, c'est très important. Et en tout cas, moi, je trouve que les artistes ont justement cette capacité d'éclairer les endroits obscurs ou d'éclairer différemment ce qui a déjà été beaucoup éclairé. Donc, j'irai voir le film, mais je ne l'ai pas encore vu. Voilà. Myriam Marzouki, restez avec nous. Je reviens vraiment dans une poignée de secondes, juste le temps que je fasse réagir tout de même le seul invité homme de ce plateau aujourd'hui de MOE sur cette thématique, la fragilité de l'homme. On imagine aussi que les arts s'en sont souvent emparés dans l'histoire. D'un point de vue d'histoire de l'art, oui, certainement. Cela étant, moi, ce que ça m'évoque, c'est aussi la nécessité puisque je suis commissaire d'exposition et historien de l'art, donc les arts visuels au XXe siècle, avec une visée plus patrimoniale, c'est celle de mieux représenter les artistes femmes dans cette histoire. Ouais. Donc moi, mon rôle, en l'occurrence, ça sera d'essayer d'identifier, de documenter et d'exhumer des trajectoires artistiques féminines méditerranéennes qui n'étaient pas révélées par les musées internationaux jusqu'à maintenant et qui avaient pourtant toute leur place dans cette construction d'une modernité nord-sud. Et qui ont contribué aussi à inspirer certains artistes hommes qui sont beaucoup plus reconnus. Absolument, d'autant plus que très souvent ces artistes femmes étaient aussi parfois la compagne ou des proches d'artistes hommes dans l'ombre desquels elles sont restées. Et elles ont été occultées par l'histoire. Ouais. Absolument. Myriam Marzouki, Que viennent les barbares s'inspire d'un poème du grec né à Alexandrie, Constantin Cavafy. D'abord, peut-être juste quelques mots sur ce poème. Pourquoi vous a-t-il alerté ? De quoi parle-t-il ? Alors le poème de Constantin Cavafy, c'est un grand poème qui a eu une postérité, puisque En attendant les barbares devient aussi le titre d'un roman du grand romancier sud-africain Coetzee. Donc nous, on est passé de En attendant les barbares à Que viennent les barbares. Je vous laisse venir voir le spectacle pour
entendre la nuance. C'est un poème qu'on entend à la fin du spectacle comme épilogue, parce que, évidemment, Cavafy, lorsqu'il parle des barbares, il ne parle pas du barbare au sens du meurtrier, de celui qui assassine ou qui tue, mais il parle de l'autre, c'est-à-dire de celui qui menace la civilisation au sens grec du terme. Et dans ce poème vraiment saisissant qu'on entend dans la fin du spectacle, En attendant les barbares, il est question de Romains qui attendent la venue des barbares, et ces barbares se laissent attendre justement, ils ne viennent pas, ils tardent à venir. Et c'est dans cette attente des barbares qu'on se demande, mais finalement, si jamais ils ne venaient pas, que ferions-nous sans eux? Et il y a notamment une question, Myriam Marzouki, au cœur de votre pièce. Qui aujourd'hui n'est toujours pas perçu comme français et pourquoi? On va y revenir juste après avec vous, mais d'abord, voici un aperçu de votre pièce. Que viennent les barbares? Mais arrêtez de nous tourmenter avec le passé. Fallait y penser avant. Le temps véritable n'est peut-être pas celui qui passe, mais celui qui revient. Le présent, c'est maintenant. Qu'est-ce que vous voulez à la fin? Qu'on vous parle encore des origines, des souches, des racines? Mais la réflexion est une racine. Et la joie et la foi sont des racines. Les noms des rues sont des racines. Et toutes les greffes sont possibles, plus fertiles encore. Moi, je suis créole. Vous, créole? Sénac est créole. Ah non, Sénac dit qu'il est algérien. Non, Sénac dit qu'il est arabe, berbère, espagnol, français, juif. J'ai mis mes pieds noirs dans le couscoussier. Je suis créole. Désolée de ne pas faire partie du club. Ignorer les frontières, les distances, les différences. Ne plus protéger ce que nous sommes. C'est ça votre projet? Ne comptez pas sur moi pour payer l'addition. Et c'est là que la meute se lève pour aboyer. Myriam Marzouki, vous avez mis vous aussi les pieds noirs dans le couscoussier. D'une certaine manière, enfin en tout cas on s'est amusé à convoquer sur scène justement des personnages qui sont des inclassables, qui sont des hybrides, qui remettent en cause les certitudes. Dans le passage que vous avez montré, on voit, c'est le personnage Jean Sénac qui dit « j'ai mis les pieds noirs dans le couscoussier ». Donc Jean Sénac, c'est un personnage historique, c'est un poète, rien contemporain de Camus, qui n'a jamais trouvé sa place complètement dans l'histoire littéraire, ni même dans l'histoire. Et c'est quelqu'un qu'on exhume d'une certaine manière, comme Jean-Baptiste Bellay, que vous voyez à l'écran en ce moment. Jean-Baptiste Bellay, c'est le premier député noir de la République française, député de Saint-Domingue qui arrive à la Convention en 1795. Et c'est un personnage qu'on ne connaît presque pas dans les livres d'histoire. Mais c'est aussi un inclassable, puisque l'idée qu'il y ait eu un député noir de la République française au XVIIIe siècle est une chose qui perturbe nos certitudes, comme le fait qu'il y ait eu un poète algérien qui s'appelle Jean Sénac et qui était homosexuel et qui ne parlait pas l'arabe, mais qui se définissait comme algérien. Tout ça, ce sont justement ces barbares, c'est-à-dire ces autres qui viennent perturber les certitudes et les exigences problématiques de tous ceux qui veulent justement verrouiller les identités. Et nous, dans le spectacle, on s'est amusé avec l'histoire, puisqu'évidemment, tous ces personnages, nous avons aussi Claude Lévi-Strauss, on a Marianne, on a Mohamed Ali. Tous ces personnages se croisent dans une histoire qui est mise sans dessus le sens historique. Hein. On s'amuse avec l'anachronisme, on s'amuse avec les imaginaires. En fait, moi, dans mon travail, ce qui m'intéresse, c'est justement de travailler sur cette notion d'imaginaire. Et vous les détricotez, ces imaginaires, hein, ces imaginaires, et finalement, vous mettez sur scène ce qui nous unit et nous sépare en tirant les fils de l'histoire. Pour nous questionner, je me tourne vers vous, Morad Montazami, parce que le poète dont s'inspire Myriam Marzouki, Constantin Cavafy, il est présent dans votre exposition. Oui, il est présent marginalement, mais symboliquement, c'est très important, puisque Constantin Cavafy était le grand poète grec d'Alexandrie. Et par rapport à l'exposition qu'on a donc fabriquée avec le nouveau Musée national de Monaco, il y avait cette volonté d'inscrire des figures emblématiques de cette modernité méditerranéenne, parce que tout simplement, dans les poèmes de Cavafy, d'ailleurs qui sont pleins d'amertume et à la fois de passion pour la ville d'Alexandrie, comme le poème qu'on a publié dans le catalogue de l'exposition, il y a presque un phénomène d'attraction-répulsion pour la ville d'Alexandrie elle-même, comme étant vraiment une espèce de nouveau parlement transméditerranéen de toutes les communautés européennes et de la Méditerranée qui vont se retrouver à Alexandrie, et en même temps un sentiment d'exil permanent
permanent ou quasiment d'exil chez soi. Donc c'est un des poètes qui est à l'exergue dans l'exposition. Et quel est le trait d'union entre Monaco et Alexandrie, bordées toutes les deux par la Méditerranée ? Alors, ce qu'on a essayé de révéler dans l'exposition, c'est surtout l'émergence de deux villes-mondes. Donc, c'est une exposition avec plusieurs couches. Il y a la couche surréaliste, le surréalisme ayant été un catalyseur sans comparaison, à la fois poétique et politique, de manière transnationale, mais aussi l'émergence de la ville-monde, c'est-à-dire tout simplement de ce modèle d'une ville qui peut être en l'occurrence un petit État, comme Monaco. Étant d'ailleurs un État, hein. C'est le deuxième plus petit État du monde après le Vatican, ou à l'échelle d'Alexandrie, qui, elle, était considérée comme la capitale de la Méditerranée entre le milieu du 19e et le milieu du 20e, mais deux villes-mondes parce que dans une dynamique commune, avec l'émergence de spectacles, de performances musicales, théâtrales, d'avant-garde picturale, et aussi, je dirais, dans les deux cas, d'une aristocratie ou d'une élite culturelle qui permet à son époque aussi à des artistes plus excentriques et plus électrons libres de venir vivre dans ces cercles artistiques qui débordent les frontières nationales et les frontières coloniales. Et les frontières coloniales, on voit à l'image certains clichés, certaines œuvres de votre exposition. Alors on retrouve notamment Antoine Maliarakis, dit Mayo, Virginia Tendino ou encore Mahmoud Saïd. Tiens, allez, on va commencer par lui. Mahmoud Saïd, on a sélectionné 2 tableaux. Parlez-nous de cet artiste et de ce que vous avez voulu nous montrer de lui. Alors effectivement, on est particulièrement content d'avoir pu inclure des œuvres de Mahmoud Saïd dans cette exposition, d'autant plus qu'elles nous sont prêtées par le Musée des Beaux-Arts d'Alexandrie, et en l'occurrence avec la collaboration du ministère de la Culture égyptien. Mahmoud Saïd, c'est le grand artiste séminal, la figure pionnière des arts méditerranéens. Dès les années 30, il construit dans sa peinture un imaginaire qui est bien réel à son époque, qui est celui d'une Égypte ouverte sur le monde entier, et surtout qui imprime, qui absorbe ces influences du monde entier, qui se traduisent dans la danse, dans les spectacles, dans une vie mondaine, mais qui est mondaine avant tout comme citoyen du monde. C'est Dunya, c'est la mère du monde, Anissa Daoud. L'Égypte, notamment, c'est ce qu'on a coutume de dire. Autre artiste, peut-être Mayo. Alors très important parce qu'il fait le pendant à Mahmoud Saïd, dans la mesure où Mahmoud Saïd était vraiment très célébré à son époque, alors que Antoine Maliarakis, dit Mayo, était lui beaucoup plus marginal et interlope, on va dire. Mais c'est un artiste qui est vraiment, donc, en l'occurrence sur l'affiche de l'exposition, parce qu'il emblématise finalement ces identités fluides ou hybrides dont parlait également Myriam, parce que tout simplement, il est d'origine grecque, il a grandi en Égypte. Il s'est déplacé en France dans les années 30-40 où il a fait des costumes et des décors pour des films comme Les Enfants du Paradis et même comme des films américains comme La Terre des Pharaons de Howard Hawks avant de s'exiler en Italie. Et toutes ces dimensions de son existence qui le composent réellement et font de lui un franco-italien, sont condensés dans ce personnage, dans sa peinture, dans sa philosophie visuelle. Et donc pour nous, c'était très important de le remettre à l'honneur. Et Virginia Tendino. Je veux qu'elle circule, cette expo, c'est vrai qu'elle fait rêver. Hein. Mais oui. Et d'ailleurs, l'immeuble dans lequel elle est, un petit mot, parce que je crois qu'on a sorti aussi la photo, la Villa Sauber, c'est un très bel édifice aussi. Ah oui, absolument. Ça vaut le déplacement. Pour les gens qui auront l'occasion de faire un petit saut dans le sud de la France, parce que je rappelle que Monaco est à peine 20 minutes de Nice, donc c'est très rapide. Et donc du coup, oui, la Villa Sauber, qui est un des 2 sites du nouveau Musée national de Monaco, est aussi un cadre qui rappelle aussi d'une certaine manière la période de la Belle Époque, dont il est aussi question dans l'exposition. Et on parlait tout à l'heure de votre patte de mettre en avant les grandes artistes, oubliées ou pas d'ailleurs. Virginia Tendino était-elle oubliée ou pas? Alors, c'est vraiment une des découvertes, j'espère, de l'exposition, puisque Virginia Tendino, dont vous voyez ici les sculptures à la fois érotiques et puissamment métaphoriques, avec des corps hybrides de chats, sphinx, de femmes oiseaux et de fantasmagories, on va dire anatomiques, dans tous les sens du terme, y compris très sexuelles. Virginia Tendino, en fait, elle est argentine, mais avec un background culturel aussi italien, méditerranéen, et elle s'exile en France dans les années 50, comme une autre grande artiste méditerranéenne qui était Léonore Fini, et qui, elle aussi, est née en Argentine, mais évolue en France à partir des années 50. Et on a voulu toutes les deux les mettre en avant dans l'exposition. Elles avaient d'ailleurs des liens avec l'Égypte. Et toutes les deux, et Monaco, où Léonore Fini était réfugiée avec André-Pierre de Mandiargue dans les années de la Seconde Guerre mondiale. Et là, c'est vraiment une salle de l'exposition dédiée à ces femmes
puissante et à ces femmes qui n'ont jamais voulu appartenir à une doxa surréaliste, mais qui ont cultivé leurs propres affinités surréalistes. Passionnant, en tout cas, c'est à voir jusqu'au 2 mai, c'est bien cela. Absolument, jusqu'au printemps prochain. On a donc le temps, si vous êtes de passage, ne ratez pas cette exposition dans le Rocher. Le Rocher, justement, d'un rocher à l'autre, il n'y a parfois qu'un pas de Monaco à Constantine en Algérie. Alors là, vous ne saurez pas pourquoi, hein, ou alors vous êtes incollable. Il n'y a parfois qu'un pas, je le disais, vous allez comprendre pourquoi. Donc Monaco, Constantine en Algérie, quel est le rapport? C'est l'œil de Slimane. Constantine et Monaco. Y aurait-il donc un quelconque rapport entre la capitale de l'Est algérien et la principauté monégasque? A priori, pas grand-chose, hormis le fait que l'une et l'autre ont pour attribut et surnom un rocher. Il en existe un autre. Il a un nom, un visage, Charlotte de Monaco. C'est à Constantine qu'elle voit le jour, à l'automne 1898, de l'union d'une roturière pied noir et de lui, honoré Charles-Antoine Grimaldi, futur Louis II, prince de Monaco, alors officier d'un régiment des chasseurs d'Afrique, un corps militaire créé juste après la prise d'Alger. Au désir de l'héritier d'épouser la jeune femme, déjà divorcée et mère de 2 autres enfants, le père, le prince Albert Ier, oppose un veto sans appel. Après la Grande Guerre, lui, resté célibataire et n'ayant point d'enfant légitime, l'héritier en second du trône monégasque est alors un Allemand, une option que la France refuse d'avaliser. Afin d'éviter qu'un Germain s'installe sur le rocher, Charlotte est légitimée par adoption et aussitôt titrée princesse de Monaco. Sans tarder, elle épouse au printemps 1920 le comte français Pierre de Polignac qui deviendra prince Pierre de Monaco. De cette union qui sera l'événement mondain de l'époque, naîtra la princesse Antoinette et le prince Régnier, le père de l'actuel prince Albert de Monaco. L'œil de Slimane, toujours aussi passionnant. On va passer maintenant, chers invités, à vos coups de cœur respectifs. Le temps file, c'est notre séquence atmosphère. Un coup de cœur cinéma pour vous, Anissa Daoud. Tiens donc, le film Marineiros das Montañas, Marin des montagnes de Karim Aynouz. Alors pour vous, c'est tout simplement, je parle sous votre contrôle, un ovni cinématographique. Non, c'est une libération. Ouais. Ça a été vraiment un choc. J'en parle vraiment à beaucoup de sincérité. Vous l'avez vu à Cannes? Je l'ai vu à Cannes. Il passera bientôt dans la lucarne d'Arte en mars. Et puis ensuite, certainement, il est encore dans des festivals et certainement, je l'espère, en salle après. J'adorais le cinéma de Karim Aynouz, mais là, c'est un choc absolu. Ouais. C'est une odyssée, un road movie, une plongée intime dans son passé et dans son identité. Janvier 2019, le cinéaste Karim Aynouz décide de traverser la Méditerranée en bateau et d'entreprendre son tout premier voyage en Algérie. Oui. À la découverte un peu de qui était son père, parce qu'il a une histoire familiale très particulière que je ne vais pas raconter, parce que je trouve que le meilleur moyen de voir ce film, c'est d'y aller sans rien savoir, ou en sachant le minimum. Et ce film est bouleversant à tout point de vue. L'histoire, la cinématographie et la liberté qu'il dégage. Karim Aynouz, dans ce film, je crois, a atteint une maturité cinématographique hallucinante. Et c'était pour moi jouissif. J'étais bouleversée, j'ai pleuré pendant je ne sais pas combien de temps après la projection, mais surtout il m'a donné, voilà, il est libre. Mais oui, il est libre, il est libre de ses images, il est libre de la forme qu'il emprunte, et il nous amène partout avec. Eh bien, c'est un film à voir en tout cas. Merci pour ce coup de cœur. Myriam Marzoukis, Svetlana Alexeyevitch, prix Nobel de littérature en 2015 pour La fin de l'homme rouge chez Babel. J'avais eu la chance de voir la pièce de théâtre en région parisienne à Arcueil. Pourquoi ce coup de cœur ? C'est une découverte. Moi, j'ai commencé à lire ce
ce travail pour un prochain spectacle et j'ai découvert la capacité de faire de la littérature à partir des voix. C'est ce que dit Svetlana Alexievitch. Elle dit « Je suis une écrivaine des voix du peuple, des voix des anonymes ». Et les anonymes, ce sont tous ces soviétiques qui ont vu basculer leur monde à la fin des années 90. Et donc, il y a une série de témoignages, d'histoires qui sont absolument bouleversants, qui font retraverser ce qu'a été la vie de l'homo soviéticus, c'est-à-dire comment est-ce qu'on est fabriqué par le politique, comment est-ce que quand on vit dans une situation politique, toute l'existence est fabriquée par l'idéologie, par les conditions de vie économiques, politiques, comment on bascule d'un monde à l'autre. Et ce sont une série d'histoires individuelles, souvent tragiques, qui dessinent un portrait, le portrait d'une époque. Et j'ai trouvé ça extraordinaire de raconter l'histoire, de raconter la vie à partir de l'expérience singulière, individuelle. L'anonyme. Voilà pour le coup de cœur de Myriam Marzouki. Dernier coup de cœur, il nous reste très peu de temps, je suis désolé. Abdulkader El-Janabi, l'ivresse géométrique des sorciers, suivi de Spleen de Bagdad. C'est votre coup de cœur, pourquoi donc ? Écoutez, Abdulkader El-Janabi est tout simplement un éminent représentant du surréalisme underground et du surréalisme arabe à Paris depuis les années 70. Il avait notamment fondé un collectif qui s'appelait le Désir Libertaire, qui publiait une revue surréaliste arabe contre les différents régimes totalitaires du monde arabe dès les années 70. Et avec ce petit ouvrage qui a été republié par les éditions de la Symétrie, on peut se replonger dans l'œuvre poétique de ce trublion du surréalisme arabe. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau, Anissa Daoud, Myriam Marzouki d'avoir été avec nous et Morad Montazami. Merci de votre fidélité. À la semaine prochaine sur TV5 Monde.